Donc, si on commence par un petit point historique, donc la PAC elle a été mise en place dans les années 60, à la sortie de la guerre, afin de sécuriser, de se reconstruire et de limiter notre dépendance aux pays tiers. Et puis, dans les années 90, a été mis en place les aides couplées à la production, afin de justement limiter la surproduction dans certaines catégories. Et en 2006, le découplage des aides a été mis en place, c'est-à-dire qu'on n'avait plus exclusivement des aides liées à une production, mais on avait aussi des aides liées aux surfaces. Et en 2015, donc en lien avec les grands enjeux du réchauffement climatique et de l'environnement, il y a une partie verdissement qui a été mise en place avec le paiement vert. Donc c'est tout un tas d'éléments liés au respect de l'environnement qui doivent être respectés pour bénéficier d'aides PAC. Et donc en 2023, on remet une deuxième couche de vert avec davantage d'éléments en lien avec la biodiversité et l'environnement. Tout en sachant qu'en parallèle, entre 1957 et aujourd'hui, on est passé de 6 pays à 27 dans l'Union européenne. Et pour autant, la part du budget PAC dans l'Europe est passée de 75% à 35%. Donc voilà pour le petit point historique. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de nos enveloppes globalement? Donc, malgré ce qu'on avait pu entendre dans les campagnes, finalement l'enveloppe est restée relativement préservée. Donc merci la Covid, merci le Brexit, qui a permis de se dire finalement il faut qu'on arrive à maintenir cette sécurité alimentaire, donc ce qui veut dire que notre enveloppe est restée à 2% près la même que celle qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a toujours notre premier pilier avec les aides découplées donc sur les surfaces et les aides animales et protéines végétales, et le deuxième pilier avec exclusivement donc l'ICHN et les MAEC. Donc ça, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. On va voir maintenant du coup les évolutions globalement sur l'enveloppe globale. Alors effectivement, comme m'a dit Fanny, on a un budget qui est plutôt préservé à quelques pourcents près, et par contre à l'intérieur de ce budget, il y a des choses qui vont un petit peu bouger. Alors qu'est-ce qui va bouger? Les grandes choses qui vont bouger, c'est déjà au niveau des aides découplées, au niveau des DPB, qui représentent la plus grande partie du budget. Et bien ces DPB, ils vont évoluer, c'est-à-dire qu'ils vont se transformer en aide de base au revenu et ils vont se voir alimentés d'une enveloppe plus importante. D'une enveloppe qu'on va venir prendre sur le paiement vert. D'accord? Donc les DPB s'arrêtent, on passe à une aide de base au revenu avec plus d'enveloppe. Le paiement vert, du coup, disparaît pour se transformer en éco-régime, mais pour le coup avec une enveloppe un peu moins importante. Et dernière grosse modification, c'est au niveau des aides couplées, notamment animales. Avant, on avait une enveloppe aide bovin laitant et on avait une enveloppe aide bovin laitier. Ben, ces deux enveloppes ont fusionné, et ça va donner une nouvelle aide qu'on va appeler aide à l'UGB, mais qui se voit un petit peu amputée, à savoir qu'une partie de cette enveloppe va basculer sur l'aide aux protéagineux. Et donc, c'est ces trois choses-là qu'on va regarder plus en détail après, c'est-à-dire le passage de DPB à aide de base au revenu, les éco-régimes et l'aide à l'UGB. Ça, c'est les gros changements, mais il y a aussi plein de choses qui ne changent pas. Donc, première chose dans les éléments qui restent en place tel que c'est déjà le cas aujourd'hui, donc la transparence GAEC restera en application pour la prochaine programmation. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble des structures GAEC sur notre région, puisque c'est quand même une part importante des exploitations sur le territoire. Une deuxième aide qui reste sensiblement la même, c'est le paiement redistributif, qui avait été mis en place, pour rappel, en 2015, pour aider les petites structures, donc qui est plafonné à 52 hectares, à environ 50 €. Donc celle-ci, elle restera en place aussi, au même titre que l'ICHN, qui est plafonné toujours à 75 hectares, avec le même système de zonage qu'on a aujourd'hui, qui restera en place. Les aides aux petits ruminants restent également d'actualité, avec les mêmes plafonds et les mêmes montants par animaux.
L'assurance récolte, je ne reviens pas dessus, Émilie l'a expliqué déjà tout à l'heure. Donc on a vu qu'elle resterait également en place dans la prochaine programmation. Il y a également d'autres types d'aides qui restent en place avec quelques évolutions malgré tout à l'intérieur, notamment l'aide JA. Donc aujourd'hui, on était sur une aide surfacique, donc sur les 34 premiers hectares. Dans la prochaine programmation, on sera sur des aides forfaitaires, donc à l'actif, c'est-à-dire à peu près 3 500-4 000 euros par JA. Donc potentiellement, on pourrait avoir plusieurs JA qui seraient primés sur une seule et même structure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les mesures agro-environnementales et climatiques, l'enveloppe augmente légèrement. Cependant, on sera peut-être plus dépendant de la volonté des régions, des parcs régionaux, des agences de l'eau par exemple, qui voudront ou pas mettre en avant certaines mesures pour ces exploitations pour avoir un versement de ces MAEC-là. L'aide à la conversion bio, donc l'enveloppe globale augmente de 50%, donc dans l'objectif d'avoir davantage de conversion en bio. Donc potentiellement, cette enveloppe, même si elle augmente, elle sera divisée par plus d'exploitations. Et en parallèle, l'aide au maintien, qui elle était d'actualité à partir de la 5e année après la conversion, a été supprimée. Donc on a vu dans leur globalité ce qui évolue peu. Maintenant, si on revient sur les fondamentaux et donc les aides couplées, en reprenant ce qu'il en est aujourd'hui, et Eric nous fera un parallèle sur les évolutions à venir. Donc l'aide la plus importante, je voudrais dire, sur les surfaces, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le paiement de base, les fameux DPB. Donc, pour rappel, les DPU n'existent plus depuis 2015 et a été scindé en 3 parties, dont voici la première, le paiement de base. Donc, il est proportionnel aux hectares admissibles que vous exploitez, donc un DPB par hectare admissible, et chaque exploitation a une valeur de DPB propre à elle. Donc, ce qui permet d'avoir un montant de paiement de base. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On va voir donc ce qu'il en est avec la programmation 2023-2027. Alors, sur les revenus, là du coup, il n'y a pas trop de changements, c'est surtout des changements financiers. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, donc l'enveloppe augmente puisqu'on reprend un peu la partie de l'enveloppe du paiement vert. Hein. Du coup, mécaniquement, on va se retrouver avec une valeur DPB qui va augmenter, puisqu'on va répartir ce surplus d'enveloppe sur l'intégralité des DPB. Donc mécaniquement, on va avoir des valeurs qui vont augmenter, et puis on va avoir aussi une moyenne nationale qui va passer de 114 à 125 euros. Typiquement, aujourd'hui, un jeune qui s'installe et qui fait appel à la réserve pour être doté en DPB, il est doté à hauteur de 114 euros par DPB. Alors pourquoi c'est important cette moyenne? Parce que, deuxième aspect, c'est qu'on va continuer la convergence. C'est-à-dire, avant, on convergeait à 70% de la valeur moyenne, qui était de 114 euros. Maintenant, on va converger à 85% d'une moyenne qui va être supérieure, qui va être de 125 euros. Le principe de la convergence, c'est de dire on va essayer de limiter les écarts en faisant que chaque DPB va évoluer vers une valeur qui se rapproche de la moyenne. Alors, donc, pas de chance pour ceux qui ont des forts DPB, puisqu'au final, ils vont diminuer. Par contre, ceux qui ont des faibles, ils vont plutôt augmenter. Et puis, dernier point, il y aura un coup de booster au départ dès 2023 sur vraiment les petits DPB. Tout ce qui serait en dessous de tout ce qui aurait moins de 80 euros, pour faire simple. Et bien, ceux-là, ils se verraient alimenter tout de suite à hauteur de 70% de la moyenne. Donc, si je mets tout ça dans un schéma, qu'est-ce qu'on va voir? Et bien, on va voir un graphique un peu de ce type, c'est-à-dire que vous voyez, ma première colonne, c'est la valeur de mes DPB que j'ai actuellement. Voilà. 2023, on voit que, hop, on profite de la hausse de l'enveloppe, et puis au fil du temps, effectivement, on va converger. Les DPB supérieurs vont diminuer, et ceux qui étaient en dessous vont augmenter, avec cet effet booster du départ pour les petits DPB, du coup, qui vont être autour de 90 euros, qui correspond effectivement à 70% des 125 euros. Sachant que ces chemins de convergence, ils vont dépendre non pas de la moyenne
de vos DPB, mais bien de chaque DPB que vous avez. Hein. Chaque exploitation peut avoir un portefeuille avec plusieurs valeurs. Et ben, si vous avez des valeurs à 160 €, hein, et bien, au final, elles vont diminuer. Par contre, si vous avez aussi quelques petits DPB, et ben, ils vont augmenter du départ. Mais on prend bien chaque DPB qui va cheminer selon son chemin de convergence. Donc, au final, on voit que eh ben, votre situation, elle va dépendre grandement du montant de DPB que vous avez aujourd'hui. Hein. Et donc, c'est ce que va nous expliquer Fanny, comment ça va se passer après. Donc, on vous a mis un tableau récapitulatif qui permet un petit peu de vous situer par rapport à votre propre valeur de DPB. Globalement, dans la région, on est autour de entre 100 et 120 €, on va dire, en moyenne de DPB. Donc aujourd'hui, si vous êtes à 110 €, admettons, avec les DPB, donc avec l'aide de base au revenu, avec l'effet convergence, on passerait à 126, donc ce qui permettrait de gagner environ 16 €. Par contre, on voit bien que ce que disait Eric, ceux qui ont des DPB élevés aujourd'hui vont être perdants avec cette nouvelle réforme. Donc, on a vu ce qu'il en était du paiement de base qui devient l'aide de base au revenu. Donc, toujours dans nos aides découplées, qu'est-ce qu'on retrouve encore? On a le paiement vert. Donc, pour rappel, le paiement vert, il est proportionnel au paiement de base. Il représente environ 70% de ce paiement de base. Donc, un paiement vert par DPB activé. Ce paiement vert, il est activé si vous respectez à 100% ce qu'on appelle le verdissement. Donc le verdissement, qu'est-ce que c'est? C'est 3 critères principaux à respecter, à savoir une diversité des assolements, hein, avec plusieurs assolements différents, le fait de participer au maintien d'un ratio régional de prairies permanentes. Donc au niveau de la Bourgogne, on n'est pas inquiété par ça, puisqu'on a encore de quoi faire en termes de prairies permanentes. Et puis, celle que vous connaissez sûrement le plus, c'est les 5% de surface d'intérêt écologique à avoir sur ces terres arables, c'est-à-dire tout ce qui est haies, arbres, bosquets, et puis dérobés. Il y a également un système d'exemption. Si votre structure est composée à plus de 75% d'herbes, vous n'êtes pas tenu de respecter ces 3 critères-là, puisqu'ils estiment qu'avec déjà toutes les prairies, vous avez assez d'éléments type haies, arbres, qui permet d'être bon pour la biodiversité. Donc ce paiement vert, on vous le rappelle, donc, il permet d'avoir 70% du paiement de base, donc un paiement supplémentaire. Hein, et en parallèle, on a également une obligation de respecter certains critères de la conditionnalité. Donc ça ne permet pas de déclencher d'aide supplémentaire. Pour autant, si vous ne respectez pas l'ensemble de ces obligations et que vous êtes contrôlé, vous pouvez avoir des pénalités sur l'ensemble de vos aides. Donc dans la conditionnalité, ce qu'on retrouve et ce qu'on connaît le plus, c'est les 5 mètres de bande enherbée le long des cours d'eau et puis le non-arrachage des haies. Donc ça, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Avec le paiement vert, on a un paiement supplémentaire lié au DPV et la conditionnalité, ça ne permet pas d'avoir un paiement supplémentaire, mais si on ne le respecte pas, on a des pénalités sur l'ensemble des aides. Donc Eric va vous présenter ce qu'il en sera avec la nouvelle PAC. J'ai ce paiement vert et j'ai cette conditionnalité. Alors tout à l'heure, je vous dis que le paiement vert, il disparaissait. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, le paiement vert, il ne va pas tout à fait disparaître. En fait, il va venir s'intégrer dans la conditionnalité. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on va le dispatcher au travers de la conditionnalité, à savoir qu'avant, j'avais mon paiement vert, donc j'avais une obligation avec une rémunération. D'accord? Demain, j'aurai toujours l'obligation à travers la conditionnalité, mais sans rémunération. Par contre, je pourrai avoir sanction, hein, puisque si je ne respecte pas, eh bien, je peux avoir un pourcentage de pénalité qui va s'appliquer sur l'intégralité de mes prix. Juste un petit point, parce que, une petite parenthèse, par rapport aux 5% de SIE, vous savez, normalement, vous pouvez avoir 5% de votre surface en terre arable qui doit être couvert par des haies, des arbres, des plantes dérobées, et puis éventuellement des plantes au niveau de l'azote, là. Et bien, ce 5%, en fait, il va se transformer, ça ne sera plus 5%. C'est-à-dire, soit on aura 4% de surface d'intérêt écologique, mais par contre, sans les dérobés et sans les plantes fixatrices d'azote, ou alors on aura le choix de prendre un autre critère qui va être 7%
avec les dérobés et les plantes fixatrices d'azote, mais avec quand même 3% minimum de haies, d'arbres, etc. sur mes terres arables. Donc ceux qui étaient ric-rac pour choper les 5% de SIE et qui les avaient grâce notamment à des dérobés, attention dans le nouveau système. Juste, je refais juste la parenthèse par rapport à ça. D'accord ? Donc, le paiement vert, il vient s'intercaler effectivement dans les différentes obligations de la conditionnalité, et il va être remplacé par ce qu'on appelle les éco-régimes. Alors, en ce qui concerne les éco-régimes, avec Fanny, on a regardé tous les épisodes de C'est pas sorcier avec Fred et Jamie pour trouver une façon simple de vous expliquer comment ça se passe. En fait, c'est maintenant qu'il faudra être attentif, pour faire simple. Donc, les éco-régimes, en fait, pour y accéder, j'ai le choix entre 3 voies. La voie des pratiques agricoles, on va développer après, la voie des certifications, ou bien la voie des infrastructures agroécologiques. J'ai 3 voies, mais j'ai aussi 2 niveaux de rémunération. Soit, effectivement, j'aurai un niveau standard qui va se situer à 60 € par hectare, soit un niveau supérieur qui sera à 82 €. On aurait pu mettre un 3e niveau qui sera le niveau 0 €. La partie éco-régime, c'est vraiment quelque chose d'optionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous n'êtes pas obligé de respecter, mais par contre, vous pouvez ne pas avoir d'aide. D'accord ? Donc, on a dit 3 voies, 2 niveaux de rémunération. Alors maintenant, si on regarde plus particulièrement chaque voie, on va commencer par les pratiques agricoles. Et dans la voie des pratiques agricoles, j'ai des conditions, notamment de diversité des cultures. Et pour avoir le niveau standard, il me faudra 4 points, et pour avoir le niveau supérieur, 5 points. Alors comment ça marche, en fait, la diversité d'assolement ? Eh bien, en fait, on va noter un petit peu notre assolement par un système de points qui va nous dire que, si je suis en dessous de 3 points, je n'ai pas d'accès à l'éco-régime via la voie des pratiques. Si j'ai 4 points, je suis en jaune, je suis orange, éco-régime standard. Et si j'ai 5 points au plus, là, je serai dans l'éco-régime supérieur. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme système de notation ? Eh bien, on va retrouver, par exemple, que si j'ai de la prairie temporaire et de la jachère, qui représente entre 5 et 30% des terres arables, c'est-à-dire les terres arables, c'est mes cultures, ma jachère plus ma prairie temporaire, j'aurai droit à 2 points. Si je suis entre 30 et 50, 3 points. Au-delà de 50, 4 points. Et j'aurai ce système-là aussi pour tout ce qui est plantes fixatrices d'azote, tout ce qui est luzerne, trèfle. Pareil pour les céréales, qu'elles soient d'hiver ou de printemps. Idem pour les oléagineux. Et puis, si j'ai pas beaucoup de surface en terre arable, c'est à moins de 10 hectares, j'aurai le droit de points. Et j'ai un bonus prairie permanente, pareil, où suivant la proportion de prairie permanente par rapport à ma surface totale, j'aurai des points. Donc, on va voir maintenant la diversité d'assolement avec un assolement type bovin laitant, qu'on pourrait avoir tout à fait dans l'ouest du département, avec une centaine d'hectares, donc 90 hectares en prairie permanente, 10 hectares en triticale et 2 hectares en prairie temporaire. Donc, ce qu'on va faire, effectivement, c'est qu'on va ventiler cet assolement dans notre système de points. Alors, prairie temporaire, on prend donc nos 2 hectares qu'on avait, qu'on compare à notre surface en terre arable, c'est-à-dire là, pour le coup, 10 plus 2, donc 10 de triticale plus 2 hectares de temporaire, ce qui fait 12 hectares. Donc 2 hectares sur 12 hectares, ça fait 16%. 16%, quand je regarde dans ma ligne, effectivement, prairie temporaire et jachère, je suis dans la fourchette 5 à 30, ça nous fait donc 2 points. Ensuite, on regarde céréales d'hiver, mon triticale, qui représente, lui, 10 hectares sur 12 de terre arable, ce qui fait 83%. Et donc, mon triticale, en fait, il va se retrouver à avoir 1 point. Et puis, dernière chose, prairie permanente de 90 hectares. 90 hectares, ça représente 90% de ma surface agricole utile. Et donc, j'ai droit au bonus prairie permanente, puisque je dépasse les 75% de prairie permanente par rapport à mon total de SAU. Au final, 2 points de prairie temporaire, 1 point céréales d'hiver et 3 points de bonus prairie permanente. Ça me donne un total de 6 points. 6 points, c'est supérieur à 5 points, donc je suis bien dans l'éco-régime supérieur.
Donc on voit que effectivement, ça apparaît comme ça plutôt accessible pour nos agriculteurs de l'ouest du département. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que si c'est accessible, c'est-à-dire qu'on a déjà en fait des pratiques vertueuses, hein, qui fait que, eh ben, on n'a pas besoin de faire un effort supplémentaire pour aller chercher ce système d'éco-régime. Donc c'est plutôt bon signe. Et donc ça veut dire aussi qu'on va plutôt être favorisé et ça va être plutôt facile de rentrer dans ce système-là. Si on prend un assolement, on va dire plus laitier, voilà, où on va avoir de la prairie permanente pour 63 hectares, de la prairie temporaire, des céréales d'hiver et du maïs, et bien pareil, on va ventiler tout ça. Voilà, prairie temporaire, 12,5%, je suis dans la première tranche à 2 points. Les céréales d'hiver, 60%, là, dès que j'ai plus de 10%, j'ai un point. Et céréales de printemps, 28%, un point. Qu'est-ce qu'il me reste? Le bonus prairie, voilà, oui, 63 hectares sur 159, ça fait 40%. Je suis dans, on va dire, dans la tranche à un point. Total, 5 points. Donc là, pareil, j'aurai accès, effectivement, aux 5 points pour bénéficier des corrégimes supérieurs. Alors, dans ce qu'on a fait, c'est vrai que quand on prend les systèmes, alors maintenant on n'en a plus, mais système type blé, orge, colza, ça, effectivement, dans l'ancien système, ça marchait, hein, type paiement vert. Par contre, là, ça ne fonctionnera plus. Hein, on n'aura plus les points suffisants pour y accéder. Et puis, attention quand même à avoir les seuils. C'est-à-dire que même si on a un grand volume, si on a une grande superficie, il faut quand même des fois aller aux 10%. Hein. Mine de rien, on peut avoir, si j'ai plein de petites cultures, mais qu'à un moment donné, j'active pas les 10%, effectivement, je peux passer à côté. Donc ça, c'est mon système de points. La mécanique, comment ça se passe? J'en reviens à mon schéma avec mes 3 voies et mes 2 rémunérations. On était dans la voie des pratiques et on a dit, si j'ai 4 points, je peux accéder au niveau standard, et si j'ai 5 points, je suis au niveau supérieur. Il va y avoir aussi d'autres conditions, notamment en termes de prairie permanente. C'est-à-dire que il faut que je laboure pas plus de 20% de ma surface en prairie permanente de l'année d'avant. Et puis si j'ai des cultures pérennes type vigne, il me faudra 75% d'un terrain qui soit enherbé. Et c'est des conditions qui se cumulent. D'accord ? Donc ça, c'est le niveau standard. Pour accéder au niveau supérieur, c'est la même chose, si ce n'est que je corse les critères. Hein, c'était plus 4 points, c'est 5 points pour les seulement. Pour la surface en prairie permanente, il ne faut pas que j'en laboure plus de 10%. Et puis, là, il me faudra 95% d'intervents enherbés par rapport aux cultures permanentes. Toujours cumulatif. Donc ça, c'est la première voie, c'est la voie des pratiques. Après, il y a la voie de la certification, qui est pour le coup beaucoup plus simple, parce que soit je suis certifié HVE2, niveau 2 ou inférieur, et dans ce cas-là, j'ai accès effectivement au niveau standard, soit je suis certifié HVE niveau 3, ou alors je suis 100% agriculture biologique, et dans ce cas-là, je pourrais accéder au niveau supérieur. D'accord? Donc soit je suis certifié, soit j'y suis pas. Pour ces deux pratiques, pour ces deux voies, pratique et certification, il y aura possibilité d'aller chercher un bonus de haies, sous réserve que vous ayez suffisamment de haies présentes sur votre exploitation. Sachant que ça représente un montant de 7 € par hectare. Alors, dans nos simulations, on ne les a pas comptés. Pourquoi? Parce que dans le plan stratégique national, à un moment donné, il parle de label haie, voilà, avec des conditions, et c'est encore pas tout clair. Donc, voilà, nous, on a préféré pas le compter en attendant de voir comment ça va évoluer. Et puis, dernière voie, c'est la voie des infrastructures agroécologiques. Alors, c'est quoi les infrastructures agroécologiques? Eh bien, vous savez, à l'éducation nationale, on ne dit pas un ballon de rugby, on dit un référentiel bondissant à trajectoire alpha. Eh bien, les infrastructures agroécologiques, c'est un nom un peu pompeux pour désigner en fait tout ce qui est haies, mares, bosquets, etc. Et donc, si j'ai entre minimum 7% d'infrastructures agroécologiques sur mon exploitation, eh bien, je peux accéder au niveau standard. Et si j'ai plus de 10, je peux accéder au niveau supérieur. Avec toujours 4%, vous voyez, sur la partie terre arable. Je ne peux pas avoir 100 hectares
a de culture avec plein dessus, pas de haies, pas de morts, pas d'arbres, etc. et tout avoir sur mes prairies permanentes, si j'ai des prairies permanentes. Il faut vraiment que ça soit disséminé, saupoudré sur l'intégralité de l'exploitation. Donc je leur dis, 3 voies, des pratiques, certification et tout ce qui est infrastructure agroécologique, et 2 niveaux, soit standard supérieur, avec possibilité éventuellement d'aller chercher un bonus aide pour la voie des pratiques et pour la voie des certifications. Alors, si je compare maintenant ce système éco-régime avec mon système paiement vert, qu'est-ce que ça donne? Donc justement, on vous remet un petit tableau pour que vous puissiez aussi vous resituer par rapport à tout ce qu'a énoncé Eric juste avant. Donc pour rappel, l'éco-régime supérieur permet de débloquer 82 € par hectare, 60 € pour les éco-régimes standards et 0 € si on n'atteint pas d'éco-régime du tout. En sachant qu'un léger bémol là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe a pris, et le ministère plutôt, a pris en compte les pratiques actuelles des exploitants, sans forcément prendre en compte le fait qu'ils puissent s'adapter et évoluer dans leurs pratiques pour aller chercher l'éco-régime supérieur, si aujourd'hui, par exemple, ils étaient dans l'éco-régime standard. Donc potentiellement, on pourra avoir encore des modifications en termes de montant à l'hectare, notamment sur l'éco-régime supérieur. Donc ça, c'est des choses qui seront encore à voir dans la prochaine, suite aux renégociations potentielles de l'Europe et éventuellement de la France. Donc pour rappel, le paiement vert, il est bien lié donc, au paiement de base. Admettons que si on reprend un exploitant qui aurait des DPV à 110 €, ça permettrait d'avoir 77 € supplémentaires avec le système actuel. Si on va chercher les éco-régimes supérieurs, toujours avec des DPV qui étaient auparavant à 110 €, ça permettrait d'avoir 5 € supplémentaires, puisqu'on passerait de 77 € à 82 € de l'hectare. Par contre, ceux qui ont des DPV forts seraient malgré tout perdants sur la partie éco-régime. Qu'est-ce que ça donne si on a des éco-régimes standards, voire pas d'éco-régime du tout? Dans tous les cas, on serait perdant en termes de montant à l'hectare comparativement au paiement vert, qu'on ait des DPV élevés ou des DPV faibles. Donc c'est vrai que ce qui est à privilégier, c'est quand même d'essayer d'aller chercher les éco-régimes supérieurs quand c'est possible. Donc voilà pour la partie paiement vert qui devient éco-régime. Maintenant, on va passer à une autre partie qui a quand même pas mal d'évolutions dans la prochaine programmation PAC. Donc c'est l'autre partie aussi, il faudra être attentif. C'est sur la partie aide bovine. Donc aujourd'hui, on a des aides bovines allaitantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un système de primes à la vache, donc exclusivement des vaches ou des génisses qui auraient fait leur premier veau seraient primées, avec un système de tranches et de montants différents par tranche. L'aide aux bovins laitiers, aujourd'hui on est dans le même principe, c'est-à-dire qu'on prime exclusivement des vaches. Donc là on est en bovin lait de plaine, on a un plafond de 40 vaches primées fois 41 €. En système en bovin lait de montagne, on a un plafond qui est un peu plus bas, à 30 vaches, et 77 € de prime. Donc ça c'est le système aujourd'hui où on primait exclusivement des vaches. Donc on va voir avec Eric les modifications dans la prochaine programmation. Alors, l'aide à l'UGB. Avec Fanny, on a revisionné tous les épisodes de C'est pas sorcier pour trouver effectivement un moyen simple de vous expliquer tout ça. En gros, là aussi, il va falloir être attentif dans les minutes qui viennent. Alors, première distinction, c'est qu'avant, effectivement, je primais des vaches, qu'elles soient laitières ou qu'elles soient laitantes. Maintenant, je vais primer des UGB. Alors, ça va être quoi comme UGB? Ça va être des UGB représentant des animaux, des bovins déjà, de plus de 16 mois et détenus depuis plus de 6 mois sur mon exploitation. D'accord? Sachant qu'on reprend pour le calcul des UGB les critères ISHL, c'est-à-dire de 16 mois à 24 mois, mon bovin il compte pour 0,6 UGB, et au-delà de 24 mois, il va compter pour 1. Donc première chose, effectivement, on prime des UGB. Deuxième chose, on va avoir en fait 2 montants de prime. Un montant qu'on va appeler fort, qui va être de 110 €, et un montant faible qui va être de 60 €. Je vais vous expliquer après comment on détermine ces montants.
Donc, j'ai mes UGB et je vais déjà avoir une première porte d'entrée, c'est-à-dire, est-ce que c'est des UGB femelles que j'ai ou est-ce que c'est des UGB mâles? Alors, si c'est des UGB mâles, dans ce cas-là, eh bien, dans la limite du nombre de vaches, ils vont être primés à 110 €, c'est-à-dire au montant supérieur. Et au-delà de mon nombre de vaches, ils vont être primés à 60 €. D'accord? Voilà. J'ai 25 vélages, donc j'ai 25 vaches. Et bien, jusqu'à 25 UGB, ils pourront être primés à 110, et tous ceux qui seraient au-delà, ils seraient primés à 60. D'accord? Ça, c'est la partie mâle. Et mâle, que ce soit allaitant ou laitier d'ailleurs. Ensuite, sur la partie femelle, je vais avoir aussi une autre porte d'entrée où je vais distinguer les femelles lait et mix et les femelles à viande. D'accord? Alors, sur la partie femelle lait et mix, ben là, ça va être assez simple, c'est tout à 60 €. En ce qui concerne donc, la partie femelle, il va me rester les femelles UGB viande, voilà, où là, eh bien, dans la limite de 2 fois le nombre de veaux, je vais pouvoir les faire primer à 110 €, et tout ce qui va être supérieur à 2 fois le nombre de veaux va être primé à 60 €. Hein. J'ai 25 vélages, j'ai 25 vaches, donc jusqu'à 50 UGB femelles, je peux faire primer à 110 €, au-delà, ça sera 60 €. D'accord ? J'aurai aussi des plafonds plus globaux, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir faire primer plus de 120 UGB par exploitation, voilà, avec un coefficient de part de transparence qui va s'appliquer si on est en GAEC. Voilà. Et dans ces 120 UGB, je ne pourrais pas en faire primer plus de 40 à 60 €. Toujours avec mon nombre de parts de transparence. Et puis j'aurai un autre plafond, un dernier plafond, qui sera un plafond de surface fourragère, c'est-à-dire qu'au-delà d'un chargement supérieur à 1,4 UGB par hectare de surface fourragère, je ne pourrai plus faire primer d'UGB. D'accord? Alors, on va prendre un exemple pour que vous puissiez visualiser tout ça, parce que là, ça paraît plus compliqué que ça paraît, en fait. Donc, un exemple concret pour l'aide à l'UGB pour un système bovin allaitant. Hein. Admettons qu'on ait effectivement une exploitation avec 70 vélages et 3 taureaux. Alors pour faire simple, on va dire que nos 3 taureaux, eh ben, ils ont plus de 2 ans. Ça veut dire qu'ils comptent à 1 UGB chacun. D'accord? Donc, j'ai 70 vélages et 3 taureaux. On va déjà regarder, effectivement, au niveau de mes UGB mâles, qu'est-ce que ça donne? Donc 3 taureaux de plus de 2 ans, donc ça fait 3 fois 1, 3 UGB. Et donc 3, c'est inférieur à mon nombre de vaches, qui est de 70. Donc ça veut dire que mes 3 taureaux, mes 3 UGB de taureaux, ils seront primés à 110 € par UGB, hein, en UGB fort. Donc ça, c'est pour les UGB mâles. En ce qui concerne les UGB femelles viande, eh bien on a dit 70 vaches, 70 vélages, donc ça fait 70 vaches, ça fait 70 UGB. D'accord? Et puis, on va ajouter effectivement toutes les femelles de reproduction qui vont avec, ce qui représente, dans notre cas, admettons, 22 UGB femelles. Donc, j'aurai 70 vaches, donc 70 UGB, plus 22 UGB femelles. Ça fait en tout 92 UGB femelles viande. 92, sachant que j'ai un plafond en fonction de mon nombre de veaux viande, hein, et que là, mon plafond, eh ben, ça serait 2 fois mon nombre de veaux, c'est-à-dire 2 fois 70 veaux, donc je serais plafonné à 140 UGB. Dans mon exemple, j'ai 92 UGB. 92, eh ben, c'est inférieur à 140, ce qui veut dire que l'intégralité de mes UGB, les 92, serait primée à 110 €. Donc je répète, 92 UGB femelles viande plus 3 UGB mâles égale 95 UGB. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder effectivement, est-ce que je dépasse les plafonds ou pas. Donc, en ce qui concerne les UGB à 60 €, il m'en faut moins de 40, donc là, j'en ai pas, donc je suis bon. On va regarder maintenant le plafond par rapport au chargement. Donc, j'ai un plafond d'1,4 UGB par hectare de surface fourragère. Dans mon exemple, on va considérer qu'on a 100 hectares de surface fourragère. Donc, multiplié par 1,4 UGB, ça me fait un plafond de 140 UGB. 92 plus 3, 95, c'est en dessous des 140. Donc là, je respecte le plafond. Et puis, on va regarder le plafond global, là, de l'exploitation, qui est 220 UGB. Et bien, 95, c'est en dessous de 120 UGB. Donc, je pourrais faire primer mes 95 UGB
à 110 €, soit un montant de 10 450 €. Alors, si j'étais dans le système ABA, par contre, j'aurais pu faire primer 70 vaches à 10 770 €. Donc, j'ai un petit écart, un léger écart en faveur, effectivement, de l'ABA dans ce cas-là. Si je pars effectivement d'une exploitation, on va dire, c'est notre exploitation, je crois d'ailleurs, de l'échantillon bovin-lait, avec 88 vaches laitières. Donc, là, on va considérer qu'on n'a pas de mâle, donc on n'a que des vaches laitières, donc j'ai 88 vaches, ça fait 88 UGB, et puis je vais avoir tous les femelles de plus de 16 mois, d'accord, toute ma suite, hein, qui va représenter dans mon calcul, on va considérer qu'elle représente 26 UGB. Okay, donc, je les bascule dans la partie lait mixte, 88 plus 26, ça me fait 114 UGB, et donc je les fais primer à 60 €. D'accord? Je vais regarder après mes plafonds. En termes de chargement, on va dire que j'ai un plafond maximum de 1,4 fois ma surface fourragère qui me donne 150 UGB, 114, c'est en dessous de 150 suivant. D'accord? Par contre, on va considérer que mon exploitation, comme c'est une exploitation type avec des GAEC, des individuels URL, j'ai une part de transparence un peu bâtard, c'est-à-dire qu'on va considérer que j'ai 1,8 part de transparence et j'ai un plafond de 40 UGB à 60 € par part de transparence. Donc 40 UGB fois 1,8 €, ça veut dire que j'ai un plafond sur mon exploitation, là, de 72 UGB. D'accord? 114, c'est plus important que 72, donc je vais le plafonner à 72. Okay, et puis ces 72, je vais regarder par rapport à mon plafond global, est-ce que je suis bon? Mon plafond global c'est 120, avec les 72, donc je suis bon. Donc ça veut dire que dans mon cas, eh bien j'aurai 72 UGB que je vais faire primer à 60 €, soit 4 320 €. Alors que dans l'ancien système, en fait, j'avais toujours un plafond, non plus de 40 UGB, mais de 40 vaches, là, que j'atteignais, à 40 €. Donc là, ça me ferait, effectivement, si on était resté dans l'ancien système, 72 vaches à 40 €, soit 2 880 €. Donc en fait, le système, il avantage plutôt, on va dire, effectivement, les ateliers laitiers. Alors, en ce qui concerne le lait, toujours, en termes d'adaptation possible, il n'y a pas forcément, en fait, grand changement, si ce n'est la rémunération. Hein. Par contre, effectivement, autant là je suis plafonné par les UGB à 60 €, autant à la rigueur j'ai encore de la marge pour des UGB à 110 €. Donc on avait vu un exemple laitier pour avoir des éléments de comparaison entre lait de bovin allaitant et lait à l'UGB pour demain. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du postulat de base qui est de dire que c'est des animaux de plus de 16 mois qui sont primés et qui sont présents à une date de référence. Alors aujourd'hui, c'est là aussi qu'on a encore un petit bémol, c'est cette date de référence, aujourd'hui elle n'est pas connue. Donc est-ce que ce sera la même date que celle qu'on prenait avant pour faire la demande d'aide bovine? Pourquoi pas? En tout cas, c'est sur cette date-là que nous on s'est arrêté pour calculer l'équivalence en fait en termes de vaches par rapport à nos UGB. Et d'après les estimations qu'on a sur nos exploitations, une vache représenterait à peu près 1,35 UGB. Alors en fonction de chaque exploitation, ça peut varier, mais en moyenne, on serait autour de ce coefficient-là. Donc c'est ce qui permet ensuite de pouvoir comparer les deux systèmes. Donc aujourd'hui, en lait de bovin allaitant, on est plafonné à 139 vaches. Donc ça, c'est le postulat de base. Demain, avec l'aide à l'UGB, finalement, on voit que le plafond arriverait plus vite, puisque avec ce coefficient de 1,35, les 120 UGB seraient atteints avec environ 90 vaches. Donc quelqu'un qui serait déjà aujourd'hui au plafond des 139 vaches serait potentiellement perdant d'environ 3 000 à 4 000 €. Par contre, ce qu'on peut aussi souligner, c'est que ceux qui ont entre, on va dire, 50 et justement ce plafond de 90 vaches, il y a quand même, on peut le dire, peu d'impact finalement, malgré tout ce qu'on avait pu entendre. Les répercussions restent minimes, on est autour de entre 300 et 800 € globalement de différence entre les deux systèmes. Donc finalement, globalement, on reste sur quelque chose qui reste assez
préservé, on va dire, à part pour les exploitations qui sont déjà au plafond. Donc, on a vu comment fonctionnait l'aide de base au revenu, le système des éco-régimes et l'aide à l'UGB, mais de façon, on va dire, indépendante. Maintenant, on va voir globalement, eh ben, sur notre système bovin-viande, qu'est-ce que ça donne. Donc, déjà, effectivement, entre avant réforme et après réforme, on a dit que ICHN et paiement distributif, ça ne changeait pas. D'accord ? Sur la partie aide de l'UGB, eh ben, on va perdre un petit peu avec le nouveau calcul. En ce qui concerne l'aide de base au revenu et les éco-régimes, eh bien, on se retrouve mieux doté puisque l'enveloppe d'aide de base au revenu augmente et on continue la convergence. Et puis les éco-régimes, on se retrouve avec les éco-régimes supérieurs. D'accord ? Donc au final, dans l'ancien système, je pouvais prétendre à 55 100 euros de prime totale. Dans le nouveau système, je pourrais prétendre à 58 700 euros. Soit effectivement un volant de 3 600 euros de prime en plus. Donc on est plutôt, on va dire, un peu mieux favorisé. Sous réserve, bien sûr, effectivement, que le montant de l'éco-régime supérieur soit bien celui qu'on a dit, c'est-à-dire 82 euros. Hein. Mais globalement, on va dire que, et c'est ce qu'on voit aussi dans les autres types d'exploitation, que ce soit lait ou céréales, c'est que effectivement, il y a un gain autour de à peu près 4 000 euros pour les exploitations. Si on regarde sur le système lait ce que ça donne, donc l'ICHN, on l'a dit au départ, au même titre que le paiement distributif, l'enveloppe reste la même. Là où ça augmente légèrement, c'est sur l'aide bovin laitier qui devient l'aide à l'UGB. Comme l'a dit Eric juste avant, il y aura un gain pour les laitiers de plaine sur cette aide-là. Et puis, au même titre que le système céréales et le système bovin allaitant, l'aide de base au revenu, du fait de la hausse de la convergence et de l'enveloppe, va également faire augmenter le montant d'aide global. Au même titre que si on a l'éco-régime supérieur, comme je viens de vous l'expliquer, sur le système céréalier. Donc ce qui ferait que là aussi, on aurait un gain potentiel d'environ 4 000 euros sur ce système-là. Donc finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette programmation PAC qui faisait, je pense, un peu peur malgré tout, avec tout ce qu'on a pu entendre sur cette réforme. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de rupture vraiment brutale entre le système de 2015 et celui qui va arriver, pas comme c'était le cas par exemple en 2006. Donc ça, c'est un premier point qui peut, je pense, rassurer l'ensemble des exploitants. Alors même s'il y a encore des choses qui vont être modifiées, mais globalement, on n'est pas sur une refonte globale du système. Mais si malgré tout, on devait quand même élire, on va dire, des exploitations moins avantagées, eh ben, ce serait celles qui auraient des DBB élevés, au-delà de la moyenne nationale, avec une grande surface, puisque eux, ils auraient l'effet convergence dans le sens descendant, donc ils seraient pénalisés à terme sur leur montant d'aide découplée. Et également, comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui sont déjà au plafond de l'aide bovine allaitante perdraient aussi environ 3 500 euros sur leurs aides. Et bien sûr, ceux qui sont en éco-régime standard et ceux qui n'ont pas d'éco-régime seraient également perdants au niveau des montants à l'hectare. Et ceux qui seraient les plus avantagés, ce seraient ceux qui ont des DDB aujourd'hui faibles sur une grande surface, puisque l'effet convergence leur serait favorable. Donc voilà, tout ça, ça reste à prendre avec des pincettes, puisqu'on est toujours sur un plan stratégique national qui est en cours de négociation, je vous le rappelle. Il y a des nouveautés qui arrivent un peu au compte-gouttes, notamment celle qu'on peut souligner, c'est suite à un comité État-région il y a une dizaine de jours, a été acté que les exploitants de plus de 67 ans ne pourraient plus prétendre aux aides. Donc c'est vrai que ça peut quand même encore évoluer au compte-gouttes avec certaines évolutions encore à venir. Mais finalement, d'après tout ce qu'on vous a expliqué là, ça vous permet quand même d'avoir les grandes lignes, de savoir un peu à quelle sauce vous allez être mangé, si on peut dire, et que finalement, après tout ce qu'on vous a dit, c'est pas sorcier.